7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de l'initiative Journée sans portable, 3 jours durant lesquels les utilisateurs de mobiles du monde entier sont invités à réduire leur temps d'écran ainsi qu'à une réflexion autour de l'usage qu'ils en font au quotidien. Si cette initiative n'est pour l'instant pas très connue ni pratiquée, elle trouve toutefois son inspiration dans un diagnostic qui, lui, est partagé par le plus grand nombre. Nous passons trop de temps sur nos écrans. En 2022, près de 30% des Français passaient plus de 35 heures par semaine devant un écran. En ce qui concerne les enfants, un petit Français de 5 ans passe en moyenne 1h30 par jour devant une télé, un téléphone ou une tablette. Or, ce n'est plus un mystère pour personne. Cette surconsommation d'images, d'écrans n'est pas sans incidence sur notre santé et plus on est jeune, plus les conséquences peuvent être lourdes. Avec nous pour en parler ce matin, Sonia Delahaye, psychologue et psychothérapeute pour adultes et enfants, auteure de « Ils n'en sont pas morts, regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants » aux éditions Exuvie 2023, et elle publiera en avril prochain les 5 règles d'une éducation réussie, alimentation, sommeil, écran. Nous recevons aussi Vincent-Paul Petit, maire de Seine-Port en Seine-et-Marne, qui, vous allez l'entendre, a pris une décision bien particulière pour sa commune. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, Sonia Delahaye, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux, parce que ça fait plusieurs années que le grand public est quand même sensibilisé à la question de l'exposition des enfants aux écrans. Où est-ce que nous en sommes en 2024 ? Est-ce qu'il y a une progression ? Non, il y a une régression, c'est sûr. Je vois de plus en plus d'enfants à mon cabinet qui présentent de graves troubles du développement. Donc des troubles au niveau cognitif et au niveau également graphomoteur. Donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Ça touche vraiment toutes les catégories d'âge, cette surexposition aux écrans. Mais on va voir que c'est particulièrement les enfants de 3 ans sur lesquels on voit le plus de dégâts. Donc au niveau des enfants de 3 ans, comme je vous disais, donc on voit des troubles du développement, c'est-à-dire des troubles du langage. Donc parfois une absence totale de langage et des troubles sévères du comportement et de la communication. Certains enfants vont être dans le langage, vont pouvoir dire certains mots, mais ne vont pas être dans la communication, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte l'autre et ils n'arrivent pas à s'ajuster dans l'interaction avec l'autre. On voit également une grande intolérance à la frustration, puisque je vais pouvoir peut-être vous l'expliquer après, les écrans surchargent le système attentionnel, ce qui crée beaucoup de stress, et l'enfant qui a un cortex préfrontal immature ne peut pas réguler facilement ses émotions. Donc il va se libérer du cortisol, donc de l'hormone du stress, en faisant des colères terribles ou en pleurant beaucoup en fait. C'est comme ça qu'il peut se libérer du stress quand il est petit. On voit également donc de graves difficultés d'attention, notamment dès le matin, en fait. On voit que les enfants qui arrivent à l'école sont déjà saturés en fait d'informations. Bien souvent, ils regardent déjà les dessins animés dès le matin. Ils présentent également un regard fuyant et des compétences visio-spatiales et motrices très peu développées. Et ils parlent également en écholalie. Alors l'écholalie, c'est le fait de répéter des questions, des phrases qu'on vient de vous dire. Par exemple, si on dit à Paul « Bonjour Paul », Paul va répondre « Bonjour Paul ». Donc, il n'arrive pas à être dans la communication, mais il peut parfois être dans le langage, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ces enfants donnent parfois le change. Donc, ça va être très long de détecter, parfois plusieurs années, pour détecter le syndrome de surexposition aux écrans, on appelle ça comme ça. Parce que ces enfants ont l'air de connaître plein de choses en même temps. Par exemple, ils connaissent par cœur le nom des dinosaures, les animaux de la ferme, ils savent compter jusqu'à 100, même en anglais, donc ils connaissent certains mots anglais, donc ça épate les adultes, sauf qu'en réalité, ce sont uniquement des apprentissages plaqués. Donc, ils sont dénués de sens et l'enfant ne comprend pas les implicites, la pragmatique du langage, c'est-à-dire tout ce qui va être ironie, humour, décoder les émotions, repérer, comprendre les sous-entendus. Tout ça, ça va être compliqué et pendant des années. Donc, ce langage dénué de sens, il porte un nom. On lui a donné une appellation qui est le YouTubelish. Donc le fait que ces enfants
été exposé très tôt en fait aux tablettes numériques ou aux dessins animés, voilà, ils présentent vraiment des traits autistiques en fait. Hein. C'est pour ça que voilà, je vous laisse vous. Et alors, concernant plus tard les adolescents, il y a la question de la quantité d'images, il y a aussi la question de la qualité. On voit que l'âge, par exemple, du visionnage des premières images ou vidéos pornographiques recule de plus en plus, 5 ans, voilà. Il y a aussi de nombreuses images violentes via les jeux vidéo, les films. Est-ce que ça va causer des troubles plus tard, notamment à l'adolescence ? Oui, tout à fait. En fait, surtout ce que je voulais vous dire avant, c'est que les enfants de 3 ans, on entend beaucoup de professionnels, j'entends des collègues à moi qui disent il faut attendre 3 ans pour exposer l'enfant à des écrans. Non, maintenant, on a le recul nécessaire. On sait que c'est même pas 3 ans, c'est 6 ans. Et encore, à partir de 6 ans, je vous parlerai des règles qu'on peut poser en fonction de l'âge. À partir de 6 ans, exceptionnellement, en fait. Donc, le problème, c'est qu'on a dit à des parents, attendez 3 ans. Et dès que l'enfant a eu 3 ans, on l'a bombardé d'écrans. On entend aussi des professionnels dire, tant que le parent est à côté, et commente un peu le dessin animé, il n'y a pas de problème. Bah si, il y a aussi un problème, c'est-à-dire que les dessins animés ont été accélérés, ils mobilisent beaucoup trop l'attention captée, c'est-à-dire l'attention réflexe de survie qui nous permet de réagir à un danger. Ça, c'est ultra sollicité désormais chez les petits, même chez les bébés, avec les jeux maintenant électroniques qui font beaucoup de bruit pour les petits. Donc, ce qui compte, c'est pas uniquement d'accompagner l'enfant et de bien choisir le dessin animé, c'est plutôt de proposer des choses à faire avec lui, des activités dans le réel, puisque l'enfant se construit son estime de soi, son langage, ses apprentissages avec le réel, pas avec une tablette. Donc, et puis un parent qui a du temps, il va pas prendre le temps de s'asseoir pour regarder un dessin animé avec l'enfant, c'est un leurre. En fait, l'enfant est mis devant les dessins animés, devant les écrans, pour que le parent soit tranquille pour faire autre chose. Donc ça n'arrive pas. C'est très rare qu'un parent se pose avec l'enfant. Et quoi qu'il en soit, pas avant 6 ans, en fait. Sinon, c'est vraiment mauvais pour le cerveau. Pour les adolescents, en fait, alors, je voulais vous dire que tous ces troubles sont réversibles, ça c'est important, si on arrête les écrans avant 8 ans. Et il ne faut pas hésiter à le faire tout d'un coup et à expliquer à l'enfant qu'en fait on s'est trompé, qu'on n'aurait pas dû le surexposer, que maintenant on a les connaissances nécessaires et qu'on va lui proposer autre chose. Si l'enfant réclame les écrans, c'est souvent parce qu'il y a un vide relationnel en fait à la maison ou un vide affectif. Donc on peut lui proposer d'autres choses, lui dire on va t'aider à te passer des écrans et on va désormais te proposer d'autres choses. Les parents au début sont dubitatifs et se disent non, on va pas y arriver, c'est pas possible. Et en fait, ils sont très surpris. En quelques jours seulement, l'enfant ne réclame plus du tout les écrans. De nouveau, retrouve un certain élan vital parce que on voit des enfants qui tombent en dépression, des tout petits à cause des écrans, et aussi qui manquent cruellement de curiosité en fait. Ils retrouvent leur élan vital, leur curiosité en quelques jours. Donc, il ne faut pas hésiter à sevrer totalement et directement, rapidement, en fait, l'enfant des écrans. Pour les adolescents, en effet, on voit également de graves troubles de dépression, des tentatives de suicide, de la violence aussi, parce qu'il y a une habituation en fait à la violence du fait d'être surexposé à des séries télévisuelles qui sont de plus en plus violentes. Hein. Donc le cerveau se déshabitue de la violence et on a ce qu'on appelle les neurones miroirs, ce qui fait que notre cerveau va s'activer de la même manière que quelqu'un qui serait vraiment victime de violence, par exemple. Donc, le cerveau va accumuler des expériences négatives. Donc, l'enfant va finir par présenter des troubles dépressifs, autant qu'un enfant qui aurait vraiment vécu ça dans la réalité, qui aurait vécu, je veux dire, des traumatismes réels, en fait, de la violence réelle. Donc ça, c'est très inquiétant. Il y a aussi le fait de tomber dans les addictions. Et puis aussi chez les jeunes femmes. Alors pourquoi tomber dans les addictions? Parce que ça c'est banalisé aussi beaucoup dans les séries. Hein. Fumer du cannabis, prendre toutes sortes de drogues, l'alcool.
Les enfants s'identifient très très vite à leurs héros en fait de série. Il y a aussi des jeunes femmes. On sait que le taux de grossesse précoce augmente dès lors qu'il y a une série télévisuelle qui met en avant un personnage qui serait enceinte très tôt, comme la série Clem. Je me suis toujours demandé si ça n'avait pas fait Mm. exploser le taux de grossesse chez les adolescentes. Donc il faut que les parents fassent très attention euh, à ce que leurs adolescents regardent, parce que je vais vous donner un peu des chiffres. Donc, les adolescents, alors 60% des émissions contiennent des actes violents. Donc, les adolescents et potentiellement les jeunes enfants regardent en moyenne 2600 crimes et 13 000 actes violents par an. Ouais, ouais, c'est énorme. Donc, énorme, complètement dingue. Et donc, pour les adolescents, ça va être important également de les aider à se sevrer. Par contre, là, on va voir que ça va être beaucoup moins facile et l'adolescent peut partir dans des crises terribles. Ouais. Au niveau des chiffres, moi, j'ai des chiffres beaucoup plus importants que vous en termes de surexposition des écrans, en fait. Hein. Mm. Mais Ils sont peut-être voilà. minimisés. Alors, Donc, au niveau des adolescents, on voit aussi pour les jeux vidéo, Fortnite notamment, qui a été quand même créé, pensé, repensé par des collègues, c'est-à-dire des psychologues, des neuropsychologues qui ont réfléchi à comment faire pour que les enfants deviennent vraiment accros à ce jeu. Et ce jeu qu'on pense gratuit, finalement, a été fait pour qu'on parte sur des contenus payants. Donc, un joueur dépense en moyenne 80 € pour acheter des accessoires ou des armes, des costumes dans ce jeu. On voit aussi des dégâts au niveau des réseaux sociaux. Et puis, oui, on va voir des jeunes filles qui vont beaucoup les jeunes filles surtout, qui vont beaucoup se comparer à d'autres jeunes filles, alors qu'il y a les filtres des écrans qui font qu'on devient parfait au niveau des réseaux sociaux. Donc, on voit de plus en plus de jeunes filles qui souffrent de dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à se voir telles qu'elles sont et elles sont ultra complexées. À cause des réseaux sociaux, il y a également énormément rapidement, comme ça, cyberharcèlement. on va donner aussi la parole à Monsieur le maire. Donc, le cyberharcèlement aussi, qui est très... Alors là, on parle des écrans dans la sphère plutôt intime, c'est l'utilisation personnelle. Il y a un autre lieu où ça se développe, c'est l'espace public. On voit que tout le monde a le nez collé à son téléphone dans les transports en commun. On voit qu'il y a des écrans publicitaires, voilà. Alors ça limite le nombre d'interactions sociales. Et puis vous, Monsieur le maire, donc Vincent-Paul Petit, vous avez mis en place une charte justement pour limiter les écrans dans l'espace public sur votre commune. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail cette mesure, vos motivations et puis comment ça a été perçu par vos administrés? Bien sûr, les motivations, je pense que ce que vient de dire Sonia Delahaye devrait être suffisant pour que chacun se saisisse vraiment, y compris les responsables politiques, de cette question. Nous avons un problème de contenant qui est addictif par construction. Un écran, l'image d'un écran nous attire, c'est un réflexe. Et deuxièmement, nous avons un problème de contenu, qui est tout ce qui vient d'être dit et auquel je souscris évidemment complètement, sans avoir la compétence, mais auquel, comme observateur, je pense qu'on peut vraiment se rallier. Donc il y a une catastrophe éducative et sanitaire. C'est ce que dit le Premier ministre. Catastrophe éducative et sanitaire. Les mots sont forts, les mots sont donc posés, et maintenant la question se pose de la réponse politique. Puisque j'entends parfois le discours de dire mais c'est l'affaire des parents, c'est l'affaire des familles. Et c'est vrai que l'essentiel se passe là, sans aucun doute. L'essentiel se passe dans la qualité de l'enfance, c'est pas nouveau, et que les écrans viennent interférer et viennent abîmer la qualité, la relation entre un petit et ses parents, jusqu'à un âge avancé. Donc, difficile de répondre à ça et difficile de mettre une injonction sur les parents qui n'en peuvent plus parce que l'organisation du système par les grands groupes numériques est telle que c'est une injonction permanente qui pèse sur les parents de accorder
Alors pour les tout petits, c'est peut-être un peu différent, mais ils sont vite aussi accros, comme ça a été dit par Sonia Delahaye. Et en tout cas pour les plus grands, hein, l'injonction est très forte. Comment ne pas donner un smartphone à son fils ou à sa fille collégien, alors que l'ensemble de ses camarades échangent sur un réseau social et l'enfant se trouve exclu. Alors, moi, j'ai fait toutes ces observations, j'ai échangé avec des médecins, avec des sociologues, des psychologues, pour se dire la vie dans notre commune est abîmée par tout ça. La vie des familles est abîmée par tout ça. Alors, comment aider les parents ? Fondamentalement, c'est vraiment notre axe, aider les familles à lutter contre ce fléau. Donc, moi, je suis responsable de l'espace public. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans les familles. Et loin de moi l'idée d'une quelconque ingérence ou intrusion qui pourrait être très mal ressentie. Et d'ailleurs, si vous savez que la charte que nous avons préparée a été soumise à référendum dans la commune, et chose incroyable, cette charte qui prévoit des restrictions de l'usage du smartphone dans l'espace public a été approuvée par une majorité des électeurs de la commune. Donc ça veut dire que c'est rare que des gens approuvent une restriction de liberté. Ouais. C'est rare. Donc ça veut dire que les gens comprennent, je crois de plus en plus, mes administrés en tout cas, que restreindre cette liberté, c'est pour en gagner une autre, qui est bien plus importante. Donc nous avons préparé une charte à l'issue de conférences. Je vous passe les détails, mais c'était 6 mois de débat dans la commune, avec des conférences, avec des rencontres, avec des réunions, des débats publics. Et nous avons préparé cette charte. Ce n'est pas moi qui l'ai préparée. Ce sont des parents d'élèves, des grands-parents, des psychologues, des enseignants, d'accord ? Et il y avait 2 élus de mon conseil municipal qui ont tenu la plume. Et la charte a été préparée. Elle comprend 3 piliers. Un pour les familles, des recommandations pour les familles. Un deuxième pour l'espace public, où là, le maire, même si la loi ne m'en donne pas l'autorisation, pour être clair, mais néanmoins, je vais prendre un arrêté municipal interdisant l'utilisation du smartphone sur certains endroits dans l'espace public pour marquer les esprits et continuer de marquer les esprits, encore une fois, d'aider les familles. Je veux que les familles puissent dire à leurs enfants, écoute, il n'y a pas que moi qui le dis, il faut que tu arrêtes avec les écrans, il y a aussi le maire. Oui, c'est un soutien en fait. C'est un soutien par une parole, disons, au public extérieur qui a une certaine autorité. Et le 3e pilier, c'est d'aider les familles par tout un ensemble de mesures d'accompagnement pour qu'ils fassent du sport, un ciné-club pour les enfants, la lecture, et aussi quelque chose qui me paraît peut-être prometteur, c'est d'offrir aux enfants qui rentrent en 6e un téléphone pour téléphoner, un téléphone avec des touches, si vous voulez, avec 10 touches, qui permet de téléphoner à ses parents. Autre que smartphone. Qui ne soit pas un smartphone, exactement. Écoutez, malheureusement, on est pris par le temps, donc on va devoir finir là-dessus. J'aurais bien aimé avoir les réactions de Sonia Delahaye, mais on vous réinvitera pour parler de votre livre qui sort prochainement, je le rappelle, en avril prochain, Les 5 règles d'une éducation réussie, alimentation, sommeil, écran. Vous pourrez nous en dire plus sur vos préconisations, justement, pour les parents et les enfants. Je rappelle que vous êtes aussi auteur, Sonia Delahaye, de Ils n'en sont pas morts, regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants aux éditions Exuvie 2023. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et merci à vous aussi, monsieur le maire Vincent-Paul Petit. Vous êtes maire de Seine-Port, une petite commune de Seine-et-Marne qui a fait le choix de limiter l'utilisation des écrans dans l'espace public.